Bonjour Christiane. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler de l'eau. Alors c'est surprenant parce qu'on pourrait penser, chez nous en Occident, de l'eau on en a partout, on dit avoir de l'eau potable au robinet. Pourquoi parler de l'eau aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps que j'ai mis en fait ce cours en place parce qu'en fait je me suis rendu compte que le sujet devenait de plus en plus épineux et qu'en plus on y perd son latin. On parle tellement de tous les problèmes d'eau, de tas de produits qu'on vend sur le marché pour purifier l'eau, dynamiser l'eau. Et en fait, c'est sûr qu'il y a de la magouille en partie dans tout ça et tout le monde y perd son latin, on n'en sort plus. En fait, il y a plusieurs problèmes. On pourrait se dire chez nous, mais ok, nous on a de l'eau à notre robinet, c'est facile et en plus elle est potable. Mais d'abord, de quoi on parle en général dans les médias sur l'eau? On parle de la pollution, on parle de la convoitise de l'eau, on parle du manque d'eau, on parle de la sécheresse. Donc c'est un sujet dont on entend parler tout le temps. Et justement, quand on parle d'eau potable, moi ce que je dis dans le cours, c'est je trouve qu'ils ont choisi le terme adéquat. Elle est juste potable. Mais ça veut dire que aujourd'hui, il y a eu des campagnes encore il y a 2 ans, à la radio on entendait toujours, mais allez-y, l'eau du robinet, elle est géniale. Il y a plein de scientifiques aujourd'hui, que ce soit le professeur Orzac, qui est un des grands spécialistes mondiaux, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu au niveau mondial, mais c'est un professeur de l'université de Mons, de chez nous. Donc il a parlé de ce problème de l'eau au niveau des politiques. Les politiques sont au courant. Mais il y a vraiment une manipulation mensongère au niveau des politiques. S'il y en a qui ont encore des doutes, mais je vous invite à aller voir l'émission qui est passée sur Arte il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans en France. Le titre c'était Du poison dans l'eau du robinet. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et là vous allez voir à quel point les enjeux politiques, les enjeux financiers au niveau mondial sont énormes. Il y a une convoitise terrible. Mais il faut se rendre compte que par exemple, Nestlé, il y a aussi des émissions qui sont passées sur Arte et sur France 2, etc., sur les chaînes françaises, qui dénoncent ça, mais Nestlé rachète de plus en plus toutes les sources qu'elle peut au niveau mondial. Elle veut une mainmise sur l'eau mondiale. Et là, c'est vraiment des scandales. Le problème aussi, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de législation au niveau de l'eau. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui le débat c'est de savoir est-ce que l'eau du robinet est vraiment une eau qui est bonne pour notre santé? C'est plus une question de potabilité. Potabilité, ça veut dire quoi? On vérifie quelques critères sur une eau dite potable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des bactéries, est-ce qu'elle va nous tuer ou pas, est-ce qu'elle va nous infecter ou pas. Là, je peux vous assurer, l'eau du robinet, elle est bonne, elle ne va pas vous infecter. On va vérifier les nitrates, donc tous ces toxiques majeurs, ils vont être vérifiés. Mais aujourd'hui, il y a tellement de toxiques, il y a 1 million de toxiques de produits chimiques actuellement sur la planète, en moyenne. Et il y en a qui sortent tous les jours. Mais que donnent tous ces toxiques ensemble, mélangés ensemble? C'est impossible d'étudier l'interaction de tous ces toxiques qu'on retrouve dans l'eau. C'est impossible à étudier. Donc aujourd'hui, ils vont étudier, je ne sais plus vous dire exactement le nombre de critères, mais même pas, c'est pas des centaines. Or, c'est des milliers de critères qu'on devrait pouvoir vérifier. Et c'est invérifiable. Donc on va voir pourquoi. Pour moi, aujourd'hui, non. L'eau du robinet n'est pas une eau, j'ai pas dit qu'elle n'était pas potable, elle est juste potable, mais c'est pas une eau vivante, une eau de santé, ce qu'on appelle biodisponible, et on expliquera plus loin qu'est-ce que c'est une eau de santé, une eau vivante, une eau biodisponible, c'est-à-dire qui permet d'aller nettoyer nos cellules. Donc pour moi là, et si on en parle le temps aussi, c'est à cause de la convoitise mondiale, à cause du manque d'eau. Et pour moi, là, on va voir aussi les causes. Il y a des enjeux là-dedans énormes et qui sont nouveaux des enjeux économiques. Le débat, c'est nouveau des enjeux économiques. Le seul pays actuellement en Europe que je connaisse qui commence à vraiment avoir une eau dite vivante, c'est la Suisse. Parce qu'ils utilisent le principe de l'osmose inverse qui permet de vraiment filtrer à fond l'eau et d'éliminer tous les toxiques que l'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence seulement à parler depuis une dizaine d'années, et on commence même à les chercher et à les tester. C'est tous les déchets des médicaments, tous les médicaments chimiques que vous prenez. Où pensez-vous qu'ils vont, tous ces déchets-là? Ils sortent par vos urines, donc ils retournent dans le circuit de l'eau.
Et aujourd'hui, même dans les nappes phréatiques, on commence à trouver des traces. Ok, c'est pas, vous n'allez pas en mourir aujourd'hui, mais que donnent tous ces toxiques qui, tout à coup, commencent à se retrouver dans notre eau du robinet, dont les chimios, les produits des chimios, comme il y a de plus en plus de cancers, on retrouve de plus en plus des déchets de chimio dans notre eau, il faut le savoir. C'est encore à l'état de traces, ok, mais qu'est-ce que ça va devenir demain? Mais aujourd'hui aussi, tous ces mélanges de ces toxiques, on n'a aucun impact là-dessus et pas d'études qui peuvent dire mais quelle incidence sur notre santé. Donc pour nous, en naturo, on dit attention, et cette eau n'est plus vivante, attention, danger. Vraiment danger. Elles sont majeures. Si on en parle tant, c'est parce qu'elles sont majeures. Mais la première, c'est la répartition inégale. Il est honteux de se dire qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens qui n'ont même pas l'accès à l'eau. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en moyenne, un habitant consomme entre 400 à 600 litres par jour. En Europe, heureusement, on est plus raisonnable. Déjà, aux États-Unis, évidemment, les étendues sont énormes au niveau de l'agriculture, et on va voir que l'agriculture mange de l'eau. Et en plus, ils ont tous leurs golfs, les golfs qu'ils arrosent tout le temps. C'est hallucinant, ça demande une consommation d'eau extraordinaire. Mais en Europe, là, on est un peu plus, moins gourmand en tout cas. Et là, on utilise en moyenne de 150 à 200 litres par jour. Mais si on regarde au tiers-monde, il faut se rendre compte que là, c'est de 1 litre à 10 litres par jour. Et il y a des gens qui font 25 km par jour pour trouver de l'eau. C'est pas admissible aujourd'hui. Donc au niveau de la répartition, il y a un scandale énorme. L'autre, c'est la pollution de l'eau. J'en ai déjà parlé dans la question précédente. Et dans ce problème, je ne vais plus parler de la pollution de l'eau je dis de l'eau elle-même, avec tous les polluants, les médicaments, etc. Mais je vais parler d'un autre type de pollution, qui sont les bouteilles plastiques. C'est des millions de bouteilles que journellement on jette, on élimine, et il faut savoir qu'actuellement il n'y a que 20% de ces bouteilles qui sont recyclées au niveau mondial. Et je parle, il y a les autres plastiques aussi, mais il y a surtout les bouteilles plastiques. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un nouveau continent qui est en train de se créer, de millions d'hectares. C'est absolument affolant, ça se trouve en pleine mer. Et ce continent de plastique, le problème aussi, c'est que d'abord, il y a plein d'animaux qui les avalent, de poissons, et qui en meurent. On trouve à l'île de Pâques, entre autres, et à d'autres endroits où il n'y a même pas beaucoup d'humains, mais par les mers, ces plastiques sont rejetés sur les plages, et on a plein d'oiseaux qui vivent là, et qui meurent, étouffés par le plastique. On a vu des scientifiques qui n'étudient que ça actuellement, cette pollution du plastique au niveau de la nature, et quand ils ouvrent l'estomac de ces animaux, ils sont bourrés de plastique, et ils étouffent par le plastique. Et puis il y a un autre problème qu'on vient de découvrir aussi avec ce continent et ce plastique dans les mers, c'est que avec le soleil, ce plastique sèche, le sel attaque le plastique, et puis tous les courants, la mer qui bouge, etc., fait que ce plastique se désintègre en mini petites molécules de plastique que les poissons avalent, donc, et que ces fameuses molécules de plastique ont la capacité d'attirer les toxiques. Donc ces poissons qui les avalent s'intoxiquent de plus en plus, et on le retrouve dans notre alimentation, mais en plus on le retrouve dans notre eau, et on le retrouve partout. Comme l'eau fait partie d'un tout au niveau mondial, par la pluie, les rivières, partout, c'est en train de se dispatcher à travers le monde, et on en trouve de plus en plus, et on s'auto-intoxique par l'intoxication qu'on renvoie dans la nature. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est un tout, et que l'eau qu'on boit, on l'élimine, on la renvoie à la terre, et la terre nous renvoie tous les toxiques qu'on lui donne. Et voilà, c'est un cercle vicieux, c'est un tout. Et fatalement, au plus on intoxique la terre, au plus on s'intoxique. Donc c'est un problème énorme à ce niveau-là. Et puis, autre grand enjeu, mais c'est l'enjeu financier, l'enjeu des multinationales. Pour ne pas le nommer, mais il y a Nestlé qui est en train de vouloir faire, il y en a d'autres, une mainmise
sur l'eau au niveau mondial et qui se permet, comme il n'y a pas de législation, dès qu'ils trouvent une source intéressante, qui produit beaucoup et une eau très pure, ils font une mainmise. Et il y a une émission que vous pouvez voir encore, c'est une émission d'Arte sur les multinationales et l'eau. On les voit s'installer dans des endroits complètement perdus où vous avez des peuplades en Afrique qui depuis des millénaires vivent dans des endroits non pollués et où ils ont leur eau, où tout à coup ils viennent installer une usine, ils font une mainmise sur l'eau et il n'y a même pas un robinet qui sort de cette usine pour donner de l'eau à cette peuplade qui vit là depuis des millénaires et qui se retrouve du jour au lendemain sans eau. Et qui ne savent même plus cultiver parce qu'ils n'ont plus l'eau et qui doivent aller à des kilomètres pour aller chercher juste l'eau basique pour encore survivre. C'est inadmissible. Donc là aussi, il y a des parlementaires qui sont en train de vouloir installer des lois au niveau mondial pour empêcher cette mainmise sur l'eau mondiale. On parle de l'or bleu et en plus, ça leur permet de vendre, s'ils ont une mainmise de plus en plus sur l'eau, de faire augmenter le prix de l'eau. Or, c'est un besoin basique, comme l'air, comme la nourriture de base, l'eau. C'est pas admissible que ça devienne des enjeux des multinationales. Tout le monde devrait avoir accès à ces besoins basiques. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a la pollution. Il y a aussi l'agriculture. L'agriculture, il faut savoir qu'en fait, ce qui consomme le plus d'eau, donc je parle ici de manque d'eau, il y a la sécheresse aussi, ça c'est encore le déboisement, la déforestation, c'est aussi un problème, tout le problème de la déforestation, mais il y a aussi un problème au niveau de l'industrie. On sait aujourd'hui que ce qui consomme le plus d'eau, c'est l'industrie, mais c'est aussi l'agriculture. Et l'agriculture, ce qui consomme le plus, ce sont les animaux. Les animaux consomment énormément d'eau. Je vous donne un exemple. Pour avoir 1 kilo de steak de bœuf, il faut en moyenne 10 à 15 000 litres d'eau pour arriver, je parle de toute la chaîne de production, parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut nourrir, les bêtes en boivent beaucoup, il faut leur donner énormément de céréales. Et là, l'agriculture aussi consomme énormément d'eau. Il n'y a pas, je parle au niveau céréales. Donc de toute la nourriture qu'il faut donner aux bestiaux. Par contre, une salade demande 15 litres d'eau pour arriver à manger une salade. Si on tombe dans les céréales, mais là on arrive en moyenne à 1500-2000 litres pour avoir 1 kilo de céréales. Donc, de plus en plus, on se dit qu'une manière de pouvoir avoir de l'eau, c'est de diminuer la viande. Et de développer de plus en plus le végétarisme. Donc il y a des tas d'actions que chacun peut mener pour arriver à préserver de plus en plus de l'eau, puisqu'on parle aussi avec le changement climatique, de sécheresse mondiale, et qu'en plus de ces sécheresses mondiales dues au changement climatique, mais il y a tout le problème de la déforestation. C'est nouveau un problème de multinationales, pour par exemple la culture des palmiers, vous savez, pour l'huile de palme par exemple, toute l'Amazonie, le problème de la déforestation amazonienne. Donc c'est de nouveau un problème économique au niveau mondial. Donc les enjeux sont énormes, vraiment. Et tu parles un petit peu de l'industrie aussi qui consomme beaucoup d'eau. L'industrie, c'est hallucinant. Alors là, il y a 2 problèmes majeurs. C'est qu'elle consomme énormément d'eau. C'est elle qui en consomme le plus, 70%. Il faut le savoir. Mais qu'en plus, elle pollue énormément. Elle se permet de jeter dans la mer. Il suffit d'aller en France, là, vous voyez sur nos côtes. Mais il y a vraiment, sont des bouches, des égouts pleins de polluants. C'est hallucinant de savoir qu'aujourd'hui, la réglementation n'est pas encore assez sévère à ce niveau-là. Et là, mais de nouveau, on revient au même système. Si on pollue nos océans, mais on pollue toute l'eau sur Terre et d'office, on se pollue nous-mêmes. Et puis il y a tout le problème des poissons, toute la chaîne alimentaire, etc., etc. Regardez aussi tout le problème de Fukushima, c'est nouveau de l'industriel. Et là, c'est toute la radioactivité. Là, c'est non seulement que l'eau est devenue radioactive, et du coup l'air aussi, parce que tout ça s'évapore. Bon, on commence à avoir des dégâts même sur les chaînes, sur les côtes, parce que tout ça, ça va en chaîne, tout ça. Sur les côtes américaines, là, il y a de plus en plus de dégâts, ils commencent à les voir avec Fukushima. Et ça passe par l'eau et par l'air, il n'y a rien à faire, ça passe par l'eau. Donc là, on voit aussi au niveau des mers, ça arrive sur les côtes américaines.
Et là, il commence à avoir les dégâts. Maintenant, c'est d'ici quelques années qu'on va pouvoir évaluer l'étendue des dégâts. Mais c'est énorme, c'est énorme. Il ne faut pas oublier, n'oublions pas que nous sommes faits de 70 à 80% d'eau. On a le même pourcent que le pourcent de la Terre. La Terre est faite de 70 à 80% d'eau. On l'appelle la planète bleue parce qu'elle est faite essentiellement d'eau. C'est vraiment la vitalité de la vie, c'est l'eau. Sans eau, on est mort directement. C'est plus important encore que la nourriture. Vous pouvez jeûner 40 jours, vous ne pouvez pas tenir 40 jours sans eau. Essayez de faire 10 jours, et c'est déjà... Il y en a qui font ça, un jeûne à l'eau, ça existe. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le but. Mais plus de 10 jours, vous ne tenez pas le coup, vous mourrez. On ne peut pas. L'eau, c'est ce qui crée la vie. C'est ce qui crée la vie, c'est l'eau. Donc l'important justement de l'enjeu est énorme. C'est vraiment une question de vie sur notre planète, vraiment. C'est là tout le problème de l'eau. C'est qu'elle a une carte d'identité, mais nos centrales d'eau, elles ont oublié la moitié. Elles n'ont connaissance que de la moitié de la carte d'identité de l'eau. C'est qu'en fait, l'eau n'est pas seulement un élément chimique, et en fait, dans toutes les analyses de l'eau, on étudie essentiellement la chimie de l'eau. Mais c'est qu'on a découvert, et le premier qui en a vraiment parlé, c'est ce grand savant qui est Benveniste, et qui à l'époque, il y a plus de 20 ans de ça, 25 ans, tous ces travaux ont été violemment rejetés par la science classique, parce qu'il parlait de vibration de l'eau, de mémoire de l'eau. On disait non, c'est pas possible, l'eau n'a pas de mémoire, etc. Donc on ne voulait pas en entendre parler. Et je comprends qu'on ne voulait pas en entendre parler, parce que ça remet toute la qualité de l'eau en question, ça remet aussi toute l'acceptation de l'homéopathie, parce que ça veut dire que tout ça, ça prend de la mémoire. Et de ça, évidemment, on n'a peut-être pas tellement envie d'en entendre parler. Alors aujourd'hui, il y a un grand professeur très connu qui est le professeur Luc Montagnier, c'est quand même aujourd'hui une grande figure des scientifiques, puisque c'est lui qui, même, je rappelle, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du virus du sida. Hein. Il a repris les travaux de Benveniste. Et aujourd'hui, il dit haut et fort, tous les travaux, tout ce que Benveniste disait à l'époque est vrai. Et je le confirme aujourd'hui dans toutes mes recherches. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, en dehors, je ne vais plus parler de la pollution chimique, j'en ai déjà parlé, mais je vais plus parler de cette pollution vibratoire, si je puis dire. Il faut savoir que toutes les bouteilles, c'est de l'eau morte. Après 24 heures, quelques jours, la vibration de l'eau, elle est morte. Ça veut dire que l'eau a une part vibratoire, ça dit qu'elle vit. Et c'est cette eau-là, si elle vit, qui est biodisponible. On va parler de biodisponibilité de l'eau. En fait, ce dont on ne parle pas de nouveau en général dans les médias, c'est de ce que c'est la biodisponibilité de l'eau. Pour qu'une eau soit biodisponible, c'est-à-dire qu'elle puisse rentrer dans vos cellules, qu'elle puisse aller nettoyer les cellules, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle biodisponible. Et ça demande certaines normes chimiques. Et ça, c'est Louis-Claude Vincent, qui, par la bioélectronique de Vincent, a établi des normes, c'est-à-dire un certain type de pH. Il a étudié les résidus secs, il a étudié l'oxydation de l'eau, et il a établi des normes pour qu'elle soit biodisponible au niveau chimique. Et je vous donnerai dans les trucs et astuces des normes déjà que vous pouvez aller vérifier pour voir si votre eau a justement cette biodisponibilité au niveau chimique. Et puis, il y a Benveniste qui est arrivé 20 ans après en disant oui, mais l'eau est vibratoire et elle a une mémoire. Donc elle prendrait la mémoire de tout l'environnement dans lequel elle est. Mais ça remet plein de choses en question au niveau de notre santé. D'abord, qu'est-ce que je bois comme mémoire? Qu'est-ce que je bois comme eau? C'est sûr que si vous avez une eau qui vient de la nature, qui vient d'une nature propre aussi, là on rejoint aussi, il faut que la source soit encore propre et pas polluée. Elle est vivante, elle est vibratoire, elle passe à travers les cailloux, elle passe, et tout ça fait vibrer l'eau. Ok. Et là, vous aurez une bonne mémoire de l'eau saine et vibratoire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme eau dans le robinet? C'est de l'eau polluée, qu'on va dépolluer,
avec souvent des produits chimiques. Il reste des résidus chimiques dans cette eau, même si c'est des résidus acceptables, il y a quand même des résidus. Et c'est de l'eau morte. L'eau du robinet est de l'eau morte. Elle n'est absolument plus vibratoire. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, c'est que les gens boivent une eau qui n'est plus vibratoire, donc qui n'est plus biodisponible. Et qui en plus, souvent, ne remplissent pas les normes chimiques selon les tableaux de Louis-Claude Vincent. Je vous invite tous, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais je vous parle ici de scientifiques, que ce soit Richard Haas, que ce soit Colin, que ce soit le professeur Orzac, et bien trop, que ce soit aujourd'hui le docteur Luc Montagnier, qui étudie l'eau, mais depuis 30 ans, depuis 40 ans, et qui dénonce aujourd'hui la qualité de notre eau dans les robinets. Mais les politiques ne veulent pas en entendre parler. C'est pas que les politiques, c'est aussi les centrales, ceux qui purifient l'eau, comme l'IEBE, etc. Si vous regardez l'émission, allez sur YouTube et vous faites Water, à l'eau. Il y a un DVD sur l'eau. On pouvait le voir en entier, mais aujourd'hui, vous savez voir 23 minutes. Mais déjà là, rien qu'avec ces 23 minutes que vous allez voir sur YouTube, vous allez être époustouflé de ce que vous allez voir. Je me souviens d'une amie québécoise qui, il y a 2 ans, était ici. Et elle me dit, oh Christiane, il y a une illuminée dans notre village de Val-David qui a des tas d'appareils pour filtrer son eau. C'était l'osmose inverse. Et puis qui la redynamise. C'est vraiment, tout le monde la prend pour une dingue, etc. J'ai rien dit. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple, je vais te montrer une vidéo et on en parle après. Parce que là, je pense juste que vous n'êtes pas informé. Et qu'elle est peut-être prise pour la dingue du village, mais peut-être qu'elle est informée et que vous ne l'êtes pas. Donc moi, je préfère te montrer la vidéo et puis on en parle. Et on a regardé la vidéo. Je vous avoue qu'elle a été complètement scotchée. Et le lendemain matin, quand elle s'est levée, elle dit, Christiane, c'est simple, j'en ai pas dormi. Je me suis rendu compte du problème et qu'en fait, on boit de l'eau polluée. Mais qu'est-ce que je vais dire quand je vais revenir là au village? Je vais dire que la douzingue la comprend pour une illuminée, mais qu'elle ne l'est peut-être pas et que en fait, c'est peut-être nous qui ne sommes pas informés. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu en veux. Là, peut-être la première chose à faire, c'est toi revoir comment toi changer ton eau, et puis petit à petit partager et dire aux gens d'aller voir ce DVD et de voir la réalité du problème qui est qu'on boit une eau morte. C'est de tout ça que je parle dans mon cours. C'est de comment se rendre compte de la qualité de l'eau, quels critères on a, quelles sont les recherches scientifiques. Water a été fait par des scientifiques russes, français. C'est pas des petits illuminés qui ont fait ce sont des chercheurs, ce sont des scientifiques. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui, là, Luc Montagnier, c'est un scientifique. Et ses recherches sont vraiment des recherches vraiment très, très, très sérieuses et de haut niveau. Et Benveniste était un grand scientifique. Il y a juste que de nouveau, qui a envie... Vous pensez bien que les multinationales, là, vous croyez qu'ils ont envie qu'on parle de ça? Qu'on leur dise vos eaux en bouteille sont des eaux mortes? Vous croyez qu'ils ont envie qu'on parle du nouveau continent qui est en train de se créer, de toute la pollution que les plastiques? Ils n'ont surtout pas envie qu'on parle de ça. Ce sont des enjeux de nouveau financiers énormes. S'il vous plaît, sachez qu'au niveau des parlements européens, toutes ces firmes, au moment où ces gens vont prendre des grandes décisions, ils sont dans les couloirs, ils ont carrément chacun leur petit bureau, ils accrochent les parlementaires pour juste leur dire « S'il vous plaît, ne votez pas cette loi, voilà pourquoi, et ci et ça ». Il y a une influence de parlementaires phénoménale dont vous n'avez absolument pas conscience. Et ces gens-là qui dirigent sont les multinationales qui dirigent aujourd'hui le monde. Ce n'est pas nos politiques, il faut en être bien conscient. Donc les enjeux sont énormes, énormes. Mais oui, c'est avec plaisir qu'à chaque fois je vais vous donner des petits trucs et astuces. Mais une majeure, ok? C'est que dans la bioélectronique de Vincent, une eau qui a un résidu sec supérieur à 150 mg, donc 150, n'est pas biodisponible. Elle surcharge les reins. Aujourd'hui, c'est parlementaire, là, au niveau européen, c'est obligatoire, c'est une obligation parlementaire. C'est marqué sur toutes les bouteilles, allez voir résidu sec. Et vous allez être vraiment surpris. En général, toutes les autres sources, comme Vittel, Épar, etc.,
sont beaucoup, beaucoup trop élevés en résidus secs. Énorme, ça va jusqu'à entre 300 et 2000, hein, il faut le savoir. Hein. Même parfois 3000. Et ça surcharge les reins. J'étais chez un ami il y a un mois et je vois son eau, 3000 milligrammes. Je lui dis, attends, là, ton eau, il y a un problème, là. Hein. C'est une surcharge terrible pour tes reins et petit à petit, tu abîmes tes reins. Il dit, Christiane, c'est incroyable ce que tu me dis, parce que c'est peut-être pour ça que ma femme, en fait, on vient de détecter qu'elle avait un problème au niveau des reins. Parce qu'on boit cette eau tout le temps. Je dis, arrêtez ça au plus vite, allez trouver une eau avec un résidu sec. L'idéal, c'est même en dessous de moins 120 mg. Mais si vous tombez, je vais lui donner des noms. Il y a, alors, s'il vous plaît, la Monroku, ok. Le résidu sec est très bas, mais je la déconseille, moi, aujourd'hui. Pourquoi? C'est Nestlé qui l'a racheté. Je veux pas de Nestlé, moi. Quand je vois les mainmises qu'ils font actuellement, sans aucun scrupule, c'est non. Acheter, c'est la même eau, quasi la même source, la rosée de la reine. Je connais aujourd'hui des magasins bio qui ne veulent plus la Monroku rien qu'à cause de ça et qui ne vendent plus que la rosée de la reine. C'est un choix, informez-vous, c'est un choix de société et voyez qui vous les soutenir. C'est ça. Donc voilà pour les résidus secs. Alors sachez aussi qu'un moyen, acheter des bouteilles en plastique, vous polluez la terre. Et même si on doit recycler, mais c'est dans des centrales qui donnent de la dioxine, ou même s'il y a une filtration, ça donne quand même des déchets. Et c'est du travail, c'est énormément de main-d'œuvre de gérer ça. Donc c'est une perte d'énergie absolument phénoménale. Donc une façon, moi aujourd'hui, après avoir étudié l'eau, le meilleur système, s'il vous plaît, c'est pas Brita et compagnie, désolé là pour Brita. Non. Il y a des études qui ont été faites, allez voir sur les sites de 60 millions de consommateurs ou que choisir, ils arrivent aux mêmes conclusions, c'est une cata. Ça remplit pas du tout ce qu'ils prétendent remplir, hein, comme effet, comme efficacité, mais en plus le plastique à la longue use. On ne le voit pas, c'est des petites particules, il y a des micro-organismes qui peuvent se mettre là-dedans. Non, c'est pas conseillé, franchement pas conseillé. Et ça coûte cher, et de nouveau, ces recherches polluent. La même chose pour Nikken, c'est cher Nikken. J'ai quelqu'un qui a calculé, il y a des bonbons, alors osmose inverse s'il vous plaît, si vous achetez un appareil à osmose inverse, je vous donne déjà aussi un truc, prenez un appareil qui revitalise l'eau en même temps. Sinon, vous allez devoir trouver un moyen de la revitaliser. Après, parce que aussi, ce qui est osmose inverse, c'est de l'eau morte après. C'est de l'eau morte. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans tout le débat de l'osmose inverse. Il y en a qui disent des tas de choses là-dessus. Non, c'est un très très bon système. Je peux le justifier sans problème, c'est un bon système. Mais attention à ce que vous achetez comme appareil. Il y a énormément d'arnaques. Informez-vous comme il faut. Et ça, c'est un but du cours, c'est informez-vous. Moi, j'arrête pas d'étudier le problème pour vraiment voir ce qui sort sur le marché et pouvoir faire des choix. C'est pas facile du tout. Mais actuellement, même si un appareil d'osmose inverse est cher, au départ, ça peut être entre 2000 et 2500 euros, suivant la grandeur de votre famille, vous l'avez remboursé en 3-4 ans. Là, les comptes sont faits. Et si vous êtes nombreux, c'est parfois 2 ans. Vous n'avez plus à aller chercher de l'eau, vous polluez plus la terre et vous avez une eau vivante de qualité et qui est biodisponible pour votre santé. N'oubliez pas, la chose la plus importante pour notre santé, c'est l'eau. C'est l'eau. On est fait de 80% d'eau. Il faut savoir que si vos humeurs internes sont polluées, ça joue sur votre psychisme et ça vous met en mauvaise humeur. J'aime bien le parallélisme entre le mot humeur, les liquides, et notre humeur. Ça influence notre humeur. Il faut vraiment le savoir. Alors voilà pour cette astuce-là. Qu'est-ce que je vous dirais encore? Mais buvez au moins, s'il vous plaît, 1,5 litre d'eau. Il y a un médecin, Patna Gandhi, qui a fait une étude là-dessus. On en parle énormément de son étude et qui démontrerait qu'énormément de problèmes de santé, rien que l'acidité gastrique, en fait, ça serait un problème de manque d'eau. Donc l'eau est majeure pour la santé. Vraiment majeur. C'est un des éléments majeurs, c'est l'eau. C'est un élixir de vie. Ça passe même avant la qualité de votre alimentation. C'est d'abord la qualité de l'eau. Vraiment. Et tu disais que l'osmose inverse était plus intéressante malgré qu'il y ait une perte d'eau Mais oui. dans cette réalisation. Alors évidemment, il y en a qui veulent casser ça et qui vont prendre en disant oui, c'est vrai que pour 1 litre d'osmose inverse, on en perd de 3 à 5 litres
d'eau. C'est vrai c'est vrai. On oublie de dire que pour une bouteille et demie, 1,5 litre d'eau, il faut 10 litres d'eau. Si on fait toute la chaîne de fabrication, de la récolte à la finalité. Alors s'il vous plaît, et je ne parle même pas de la pollution, il faut transporter cette eau. Et mais elle vient d'où? De quel pays elle vient? Et puis elle va être mise en bouteille, il faut transporter les bouteilles. C'est faramineux au niveau des dépenses parallèles, des dépenses conjointes, c'est énorme. C'est énorme au niveau de la pollution. Et ça, j'en ai même pas parlé ici, mais c'est énorme. Non, sans problème, l'osmose inverse. Et il y a des pays, en Inde, là ils ont découvert une méthode en Inde, à Auroville, pour ne pas nommer la ville, ils ont découvert qui est la fameuse fontaine de Mélusine, qui est un très bon moyen aussi. C'est une bonne méthode, vraiment une bonne méthode. Et c'est fantastique parce qu'ils ont mis au point des grandes fontaines de Mélusine qu'ils offrent à des villages pour que les gens aient une eau vivante et potable. C'est extraordinaire. Donc il y a de plus en plus, j'ai entendu aussi, j'ai oublié la ville, j'ai lu un article là-dessus d'une ville qui étudiait un système pour refaire passer l'eau dans de la musique. Là, on a vu avec tous les travaux de Masaru Emoto l'influence des champs électromagnétiques. Tout ça rentre nouveau dans la carte d'identité de l'eau. Si vous allez voir sur Internet Masaru Emoto, vous allez voir toutes les photos, les recherches qu'il a fait là-dessus. Et on voit que l'eau qui est vivante forme un beau cristal. C'est extraordinaire. Donc, et que la musique influence, que nos paroles influencent, enfin que l'état d'esprit influence l'eau. Et là-dessus, on peut voir ça justement, c'est extraordinaire. Il y a une ville qui veut faire passer l'eau entre des chutes, des cailloux, des sons, des couleurs pour redynamiser l'eau et la distribuer en ville. Donc il y a une prise, et c'est extraordinaire. S'ils font ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que là, c'est une eau vivante, c'est une autre source. Alors là, je peux vous dire que vraiment, les gens qui suivent le cours sont époustouflés de la journée. Parce qu'on n'a pas conscience d'abord de l'importance pour sa santé. Là, je viens de le dire justement. C'est capital, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'élixir de vie. Et c'est de voir, on apprend vraiment à comment s'en sortir, comment choisir les moyens d'après les moyens de filtration, les moyens de vitalisation, d'après nos propres moyens financiers. Parce qu'il y a des tas de petits trucs. Encore un petit truc, par exemple, une eau morte, vous pouvez la dynamiser simplement avec du sel de l'Himalaya. Vous mettez 2-3 grains de sel d'Himalaya, ça va la redynamiser. Donc tout ça, je le partage à travers le cours, et surtout de savoir comment s'en sortir dans tous ces débats. Moi, j'ai des naturaux qui viennent suivre le cours parce qu'ils disent « Christiane, on n'y pige plus rien, on ne sait plus quelle eau choisir ». Et je vous avoue que j'étais dans la même situation, et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire de la recherche moi-même, pour moi, savoir quelle eau choisir, et quand j'ai vu la problématique était aussi énorme, j'ai décidé de faire un cours pour donner ce partage à tout le monde et pouvoir aider les gens à choisir une bonne eau, puisque pour moi, c'est la base de votre santé, c'est votre eau.